Je voulais parler ce matin de l'impact du numérique, l'impact écolo, mais de manière concrète. C'est pour ça que quand je parle de technique, vous savez que j'aime bien un peu avoir des documents. C'est pas de la politique. La politique, on peut se permettre de discuter comme ça, comme au PMU. Pour de la technique, je préfère avoir des stats quand même, des chiffres et être plus concret. Donc, j'ai sélectionné plusieurs choses. J'ai trouvé un site qui est pas mal. Je vous montre ça. Sale-hacking.com. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description, bien sûr. Alors, c'est une page qui recense une centaine de faits sur Internet et sur le numérique. Et vous avez les sources à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je l'ai trouvé intéressant. Il y a beaucoup de sources qui viennent de Statistica. Hein. Donc, alors, on va rappeler quand même quelques trucs. Actuellement, on a 5,25 milliards de personnes qui utilisent Internet quotidiennement. 5,25 milliards sur 7,5. Ça fait quand même beaucoup de monde, je trouve. Hein, beaucoup de monde. Bon, alors on a un taux de croissance sur Internet de 8 et quelques pourcents qui finira par ralentir forcément puisque un jour ou l'autre tout le monde sera connecté, ou quasiment tout le monde. Bon, 25% des sites web sont en anglais. L'Asie compte le nombre d'utilisateurs d'Internet, soit 2,8 milliards d'utilisateurs. Ça en fait du monde quand même. Hein. Et alors ce qui m'a étonné, c'est que l'Europe, 705 millions d'internautes, en sachant qu'on est 746 millions. J'ai regardé. 740, donc il y a 700 millions d'internautes quand même sur 746. On est pas mal connectés. Forcément, bon, on voit aussi qu'il y a des pays où il y a beaucoup de, enfin où ils ont un accès énorme à l'internet. Un tiers des utilisateurs dans le monde entre 25 et 34 ans. Je suis pas forcément très étonné. Alors, ça représente la population des... Alors oui et non, Erwin, regarde, c'est assez étonnant. Quand on regarde la répartition mondiale, regarde l'Afrique, il y a quand même pas mal de monde hein, qui sont connectés. L'Asie aussi, et dans le tas, il n'y a pas que des pays développés et des pays riches. Alors c'est bien évidemment, c'est l'Inde qui représente, et le Pakistan qui représente le plus d'internautes, forcément, mais puisque c'est eux qui ont les plus grosses populations, mais c'est pas... En fait, le smartphone est arrivé à un prix qui est accessible quasiment à tout le monde, y compris dans des pays moins développés que les nôtres. Alors, j'imagine qu'en plein désert, dans le Sahara, il n'y a pas des relais 5G, on est bien d'accord. Mais globalement, l'Internet est devenu réellement accessible. Il y a des zones en Afrique où il y a plus d'Internet que de bouffe. Ça, c'est assez fou quand même. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il m'avait... Alors, les vitesses de connexion par pays, on s'en fout. 41 milliards d'utilisateurs d'email enregistrés dans le... 4,1 milliards, pardon. Alors, les statistiques des recherches, forcément, hein, Google est en tête. Il n'y a pas de surprise. Qu'est-ce qu'on a? Les sites les plus populaires sur Internet, Google, YouTube, Tmail, Baldu, je connais pas. QQ, je connais pas. Bon, Facebook, ouais. Saou, je connais pas non plus. Taobao non plus. Je pense que c'est des sites chinois, ça non? Si vous savez, dites-moi, n'hésitez pas. Donc j'imagine que ce sont des sites chinois. Alors sur l'Internet mobile, 4,32 milliards de personnes utilisent leur appareil mobile pour aller en ligne. Forcément, c'est un des terminals les plus faciles à l'usage. Donc, vous voyez quand même la connectivité dans le monde, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, Android est très largement utilisé, forcément. C'est les moins chers. Je suis d'accord, Erwin. Je suis étonné qu'aucun site porno ne figure dans le top. En fait, j'imagine que ces stats, elles sont faites principalement soit à la demande, c'est un questionnaire, soit sur des analyses ou des clics sur les liens par les moteurs de recherche. J'imagine que si on faisait les stats au niveau des fournisseurs d'accès, par contre, on aurait des résultats très différents, forcément. Mais je pense qu'effectivement, le Pornhub ou des sites de porno officiels devraient être dans le top 10. Le porno représente une grosse masse de données sur Internet. Mais c'est compliqué d'avoir les stats réelles. Bon, alors, c'est fou quand même. Un TikTok, 63 millions d'installations. Zoom.
En déclaratif, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas allé voir comment ils ont conçu leur stats. Et tu vois, la Corée du Sud, c'est le Japon. La Lituanie qui a une 84% de leur territoire qui est couvert quand même. Hong Kong, normal. Les Pays-Bas, Singapour, Norvège. Le Koweït. Alors oui, bien sûr, le moche, il faut les prendre avec des pincettes, ce genre de statistiques, bien sûr. Mais je pense que moi j'aime bien réfléchir par ordre de grandeur avec ces stats. Ça me donne une idée du truc. Après, on va aller voir des choses plus précises. Bon, couverture 5G, forcément, hein, on est loin du délire que nous prétendent les écolos là sur la 5G. Le trafic mobile représente 51% du trafic en ligne total. Alors, moi, ce qui me gêne dans ces pages-là, c'est que je ne sais pas tout à fait de quoi on parle. Je vais m'expliquer. Le 28, par exemple, dit le trafic mobile vers les sites web représente 51% du trafic en ligne total. Qu'est-ce qu'ils entendent dans le trafic en ligne? Et c'est là où, en lisant les petites lignes, c'est des sites web. C'est là où je veux en venir, en fait. Internet, c'est pas que le web, c'est beaucoup de choses. Le réseau en lui-même, le web, c'est qu'une partie des protocoles. C'est tout ce qui, c'est d'accord, ce sont les protocoles qui sont majoritairement utilisés par les utilisateurs alpha, mais c'est du site web. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le protocole web, ça va être tous les sites internet qui sont bâtis là-dessus, sur ces protocoles-là, les YouTube, etc. Dès que vous allez sur un site, vous utilisez du web. Mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, quand vous envoyez un mail, c'est pas le web qui est utilisé. C'est un autre protocole. Et puis, il y a aussi tous les réseaux bancaires, professionnels, des industries, des entreprises. Les intranets, par exemple. Ceux qui bossent dans le privé, qui sont dans certains domaines, vous connaissez peut-être, où vous avez des portails d'accès. Et c'est de l'intranet, ça ne circule pas sur le réseau. Quand vous utilisez votre smartphone pour téléphoner et que vous êtes connecté au Wi-Fi, l'opérateur, il passe par le réseau Internet. Donc en fait, Internet, c'est une infrastructure. International Network, c'est de là que vient le nom. Donc c'est une infrastructure réseau qui est utilisée pour faire du web, pour faire de la téléphonie, pour faire des échanges commerciaux, pour faire des échanges techniques, etc., etc. Donc il y a énormément de couches qui ne sont pas forcément visibles, d'ailleurs, qui ne se voient pas forcément entre elles, et qui utilisent, qui empruntent l'architecture d'Internet. Donc le web, on parle que de ça, parce que ça représente effectivement, je pense, le gros du trafic, mais je n'arrive pas, alors si vous avez l'info, elle m'intéresse, je n'arrive pas à trouver les stats là-dessus, c'est-à-dire quelle est la part qu'il y a de trafic sur le réseau, la part de web grand public, la part d'échanges cryptés pour les banques par exemple, la part des réseaux intranet des entreprises ou de certaines industries, la part du dark web aussi, qui emprunte cette infrastructure-là, les échanges Bitcoin, etc. etc. L'intranet est dans les systèmes. Alors oui, sauf que ils n'ont pas. Je suis d'accord avec toi, Erwin. Ils utilisent des intranets, mais les intranets s'appuient sur l'architecture d'Internet maintenant. Il y avait à une époque, il y avait le réseau Transpac. C'était un réseau qu'avait fait France Télécom et qui était un réseau à part pour les établissements publics, notamment les collèges, les lycées, etc. Et souvent empruntaient ces réseaux-là. Là, on était sur des réseaux physiques qui étaient cloisonnés. Mais depuis qu'Internet a pris une telle ampleur, en réalité, l'infrastructure, c'est l'infrastructure d'Internet qui est utilisée, y compris pour les communications dans des domaines sensibles. Alors, l'armée, etc., ils n'utilisent pas forcément Internet pour leur donner leurs ordres, on est bien d'accord. Ils ont des réseaux à part, notamment des réseaux radio. Mais Siemens et Schneider ont leur propre réseau de communication, il me semble. Oui, mais pas forcément physique. C'est ça que je veux dire. Moi, quand je parle d'Internet, je ne parle pas que du web. Pour moi, Internet, c'est l'infrastructure réseau de notre planète. L'infrastructure physique de notre planète. Les fibres optiques et les câbles qu'on emprunte pour communiquer. Et ensuite, la séparation, elle va se faire à travers les protocoles et à travers la virtualisation et le cloisonnement virtuel de tous ces réseaux. Alors, je ne sais pas exactement s'il existe aussi des architectures physiques, pour le coup. Tout à fait, Erwin, c'est ça, je parle du réseau Transpac qu'il y avait dans les rectorats au début des années 2000, ouais. C'est de ça dont je parlais.
Donc, je ne sais pas si des grosses entreprises comme Siemens et Schneider ont tiré des lignes entre leurs divers usines ou, ou sites. En fait, à mon avis, non. Ils n'ont pas tiré des lignes, c'est beaucoup trop cher. Ils doivent emprunter les infrastructures qui existent déjà, donc celles d'Internet. Et ils sont cloisonnés différemment. Au niveau des fournisseurs notamment. Le fournisseur d'accès que vous utilisez, je sais pas, ça peut être Orange, Bouygues, etc. Lui, il a une infrastructure qui est connectée ensuite au backbone du pays, mais l'infrastructure physique du réseau, elle est commune à tous les fournisseurs d'accès. Il n'y a pas une infrastructure Orange, une infrastructure Bouygues, etc. Historiquement, c'est Orange qui avait fait le physique. Je ne sais pas si c'est encore eux maintenant qui ont la mainmise en fait sur la partie infrastructure. Mais à l'époque, c'était France Télécom qui s'occupait de ça. Et les autres empruntaient les réseaux. Donc, tout ça pour dire que le trafic Internet, c'est pas que des vidéos de chats et Netflix, quoi. Il y a beaucoup de choses sur cette infrastructure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette page d'intéressant? 4,2 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux en 2021. C'est gigantesque. Gigantesque. Les plus populaires. Je pensais pas que Facebook soit toujours en tête. Mais pourquoi pas? Instagram, TikTok. Ah, et Twitter, il est en dernier. C'est celui qui fait le plus de bruit, qui est le plus toxique, et c'est le réseau qui est le... Pardon, vous l'avez pas à l'écran. C'est celui qui est en dernier, qui a le moins d'utilisateurs. C'est rigolo. Les plus populaires aux States, Facebook, Instagram, Messenger. Bah dis donc. Twitter, ah, il arrive en 4e position aux États-Unis. D'accord, le moche. Bouygues a fait une partie des infrastructures maintenant? Oui, ça me paraît cohérent aussi, hein, vu que ce sont des gros fournisseurs d'accès. 2,3 milliards d'utilisateurs mensuels actifs sur YouTube. Quand même. Hein. Et vous êtes que 1000 abonnés? Ah bah dis donc. Mais ils sont passés où tous les autres? Les gens passent jusqu'à 53 minutes par jour à utiliser Instagram. Ah, moi j'utilise mon téléphone environ au moins 2 heures par jour. 1h30, 2 heures. Tu as bien raison, Erwin. En tout cas, en France, Facebook est vraiment utilisé par les tranches d'âge les plus âgées, ouais. Les plus hautes. Tout à fait. Reddit, par exemple, j'y suis jamais allé, je connais pas ce réseau. Ce que je voulais montrer par là, c'était l'usage d'Internet, l'impact d'Internet. C'est quand même un réseau monstrueux. On s'en sert énormément. Et effectivement, vu que ce sont des machines, bah forcément, ça bouffe de l'énergie. Une machine, ça mange de l'énergie, c'est la nourriture de toutes nos machines. L'énergie, principalement, c'est l'électricité. Même si ce qui consomme le plus, c'est le refroidissement des data centers. Donc on va aller voir, cette fois-ci, un autre article. Par exemple, alors celui-là, je l'ai trouvé sur Top 10 des hébergeurs. Apprendre avec des pincettes. Je vous l'affiche quand même, ça sera mieux. Apprendre avec des pincettes ce genre d'article. Déjà parce que ce genre de phrase-là, l'envoi d'un seul courriel engendre la production d'une quantité de CO2 variant de 0,3 g à 50 g. Cela peut paraître impressionnant. Bon. Je vais attirer votre attention là-dessus. C'est extrêmement compliqué de faire un rapport entre un équivalent CO2 par rapport à un mail ou à un stream. Je m'explique. Un ordinateur, c'est pas une bagnole. Un ordinateur, c'est pas une voiture. Sa consommation énergétique n'augmente pas de manière linéaire par rapport à ses performances. Je suis allé voir par exemple sur une gamme de routeurs Cisco, donc du périphérique réseau. Si je prends le plus petit modèle de leur gamme, ils consomment 130 watts pour 50 sessions réseau. C'est à peu près le comparatif que je peux avoir. 130 watts pour 50 sessions réseau.
Si je prends le modèle le plus gros de la gamme, il consomme 370 watts pour 400 sessions réseau. Donc pour un peu plus du double de la consommation d'énergie, on se retrouve avec 8 fois plus de performance. Et en gros, ce rapport-là, vous allez l'avoir sur tout ce qui est le numérique. Une bagnole, quand vous accélérez, ça augmente en consommation. Et la consommation de la voiture, elle n'est pas linéaire, mais globalement, elle est linéaire. C'est absolument pas le cas avec le numérique. Si vous doublez la consommation d'une machine, vous ne doublez pas sa performance ou ses capacités de calcul. Vous les multipliez par beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, si on prend le cas d'un data center, le data center, il n'a pas un serveur pour un streamer. Il a le streamer qui utilise un serveur. Ce serveur-là va distribuer la connexion pour des centaines de milliers, voire des millions de personnes simultanément. Donc, en alimentant un seul serveur, je fais des caricatures et je schématise, hein, bien évidemment, mais en alimentant un seul serveur, c'est pas un streamer ou une personne qui regarde la vidéo qui est concernée, ça va être des milliers. Et ça va être compliqué d'arriver à faire le rapport de la consommation ou de l'équivalent CO2 d'un serveur par rapport à un stream, puisque, encore une fois, il va démultiplier le nombre de streams, mais sa consommation ne va pas augmenter de la même manière. Donc c'est pas représentatif en fait ces équivalents-là, même si ça donne une idée des choses. Alors, ce que nous dit l'article là de ce site-là, je reviens dessus. En France, les centres de données représentent plus de 10% de la consommation totale en électricité, 5 fois plus que la SNCF. À l'échelle de la planète, c'est entre 10 et 15% de toute l'électricité produite qui est consacrée au data center. C'est l'équivalent de plus de 150 centrales nucléaires à l'échelle mondiale. Hein. Si Internet était un pays, ce serait le 3e consommateur d'électricité à la Chine et les États-Unis. 40% de cette énergie incroyable est consacrée exclusivement au refroidissement des serveurs web. Et cela représente toujours plus que la consommation électrique d'Inde, du Japon ou de la Russie. Bon. Maintenant, on va lire un vrai article. Les numériques, du coup. Et celui-là, je vais le détailler un peu plus. Donc, transport, alimentation, habillement sont des industries bien plus émettrices que les gaz à effet de serre que le numérique qui, dans un souci d'effort global, est pointé du doigt pour ses méfaits sur l'environnement. Il consomme de plus en plus d'énergie et s'appuie sur l'extraction massive, destructrice et polluante de minerais, sans avoir encore trouvé sa voie vers plus de sobriété. C'est pas vrai. Le numérique et ses appareils sont toujours plus présents dans le quotidien des habitants de la planète, qui sont des milliards à regarder des vidéos en ligne par exemple. Mais quel est précisément l'impact écologique du streaming vidéo ? Doit-on se sentir coupable de passer 2 heures devant Netflix chaque soir, sachant que l'écosystème numérique représente 2 à 4% des équivalents CO2 ? Déjà, on n'a pas les mêmes stats. Et j'ai tendance à faire plus confiance dans les numériques que dans l'autre site, au niveau des sources. Du côté de l'Agence de la transition écologique de l'ADEME, une étude publiée le 17 novembre 2022 s'intéresse aux impacts environnementaux de la numérisation des services culturels et évoque le streaming en l'opposant à l'usage des supports physiques. Pas de chance pour nous, ces conclusions sont assez vagues. Cette étude ne permet pas de conclure que les services culturels numériques sont meilleurs que leurs alternatives physiques. L'impact environnemental d'un service culturel, qu'il soit numérique ou physique, dépend en partie de l'intensité d'usage qui en sera fait. La numérisation des services culturels complexifie et multiplie les équipements nécessaires. Ces équipements, qui nécessitent une large variété de matières premières et de métaux, génèrent des impacts non négligeables sur tous les indicateurs. L'impact des équipements TV, box, représente entre 60 et 80% d'impacts environnementaux du service. Déjà, on n'est plus dans la même chose. On n'est plus en train de dire « Ouais, consommer du streaming, ça pouffe 15% de l'énergie de la planète. » Non. On est en train d'expliquer que oui, il y a de l'énergie, mais que déjà, 60 à 80%, c'est la fabrication des machines. C'est pas la consommation du réseau. Je me réhydrate. Les abonnés Netflix aiment l'écologie. En continuant notre enquête, nous nous rendons compte que, hormis quelques articles et études spécifiquement dédiés à YouTube, Netflix concentre toute l'attention des chercheurs. Avec plus de 220 millions d'abonnés payants dans le monde et un usage tellement démocratisé qu'elle est entrée dans le langage courant, Netflix and Chill. La plateforme éclipse jusqu'à ses principaux concurrents, Disney, Prime,
Bref, le cas d'école à étudier. Qui plus est, les abonnés Netflix ont un fort intérêt pour la cause écologique. Pour preuve, 160 millions d'entre eux ont visionné au moins une création Netflix évoquant le climat en 2020. La série documentaire Notre planète est l'une des plus populaires, tandis que la satire Don't Look Up, un énorme succès, fait écho aux alertes des scientifiques et à la cupidité inarrêtable du système capitaliste. Côté YouTube, une étude estimait dès 2006 la production de gaz à effet de serre de la plateforme vidéo juste au-dessus de celle d'une ville comme Glasgow, 1,6 million d'habitants, soit 11 millions de tonnes de CO2 équivalent pour 1,4 milliard d'utilisateurs. C'est quand même pas mal. Une ville d'1 million d'habitants pour 1,4 milliard d'utilisateurs. Ils sont aujourd'hui plus de 2,4 milliards et en 16 ans, les infrastructures YouTube se sont énormément développées. Production de contenu et marketing, grand oublié des études. Mais c'est bien du côté de Netflix que les études sont les plus nombreuses. L'une des plus reprises a été réalisée à la demande de la société elle-même. Fin 2021, des scientifiques et écologistes s'étaient d'ailleurs empressés de reprendre ces données pour transporter les statistiques de visionnage des 10 programmes les plus populaires de la plateforme sur un mois en kilomètres parcourus en voiture thermique. Résultat, 1,8 milliard, soit plus qu'un trajet entre la Terre et Saturne. Ok, je m'arrête là pour l'instant. Alors, sur le site Impact CO2 machin, vous connaissez ce petit simulateur. Alors ce simulateur-là, je vais faire devant vous. Je vais mettre 10 mails par semaine parce que j'utilise assez peu les mails, moi. C'est très compliqué. Sur smartphone, oui, c'est ça, avec des pièces jointes de au moins 5 mégas. Et prenons le plus polluant, la 4G. C'est marrant parce que vous voyez, 4G ou Wi-Fi, ça change rien. Hein. Bon, streaming. Je vais mettre 30 heures. Je suis un gros consommateur de streaming, puisque j'ai pas de télévision. Sur ordinateur fixe, en 4K, sur le Wi-Fi. Je garde 3 heures de visioconférence, je les fais pas, honnêtement, mais je considère que c'est un peu ma production, là par exemple pour le live d'aujourd'hui, ou les vidéos que je sors sur YouTube, donc je vais dire 3 heures de visioconférence en haute définition. Bon, c'est à peu près ma consommation d'internet sincère. Et donc, c'est l'équivalent sur l'année de 553 km de voiture. Ah waouh! Donc c'est l'équivalent d'un trajet quand je vais voir ma famille dans le sud. Un trajet aller. Voilà. Et on s'aperçoit que le gros de la pollution, c'est la construction de l'ordinateur. Bon, honnêtement, c'est beaucoup. 550, l'équivalent d'internet de ma consommation, qui sont un très gros consommateur, sur un an, c'est 550 km en bagnole. Waouh. Effectivement, effacez vos mails. Lequel de site? Celui que je vous montre actuellement? Hop, je vous le mets sur Kik et sur YouTube. Voilà. Donc, je reviens sur l'article des numériques. Pas celui-là, celui-là. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, c'est si peu important, en fait, l'impact. The Carbon Trust, le cabinet indépendant mandaté par Netflix pour l'étude, utilise lui-même ce parallèle, estimant que regarder un épisode de sa série préférée équivaut à parcourir 300 mètres en voiture. Itou, une heure de visionnage représente l'émission de 55 grammes de CO2 équivalent en moyenne en Europe. Attention, comme l'indiquait alors Carnstone, un cabinet exploitant un supercalculateur d'impact carbone, seules les émissions des data centers, des réseaux et des appareils utilisés pour le visionnage sont pris en compte, pas la production des contenus. Alors,
De quoi j'ai loupé? Du coup, j'imagine que le PC... Oui, oui, Pitess. Plus le PC est puissant, plus sa construction est polluante, bien sûr. Et qui met... Ah, merci le moche, ouais. Ouais, mettez des pouces bleus, likez, abonnez-vous, tout ça, bref. Rendez-moi riche. Bon, je continue. Or, sur des tournages au budget important, le coût carbone des films et des séries est loin d'être anecdotique, surtout les postes des transports et du logement des équipes. En 2020, Netflix estimait que sur les 1,1 million de tonnes d'émissions de CO2 calculées, 50% étaient imputables au tournage, 45% au bureau et au marketing, et seulement 5% à l'infrastructure de stockage et de diffusion. Englobant le recours aux serveurs Amazon et le déploiement du réseau de distribution mondiale, notamment les FAI. Oui, alors oui, parenthèse, ce qui fait vivre Amazon, c'est pas la vente par correspondance, hein. C'est l'hébergement informatique. C'est le plus gros hébergeur de la planète, en fait. Que ce soit Twitch, ben, c'est Amazon, Twitch. Kik, les serveurs Kik sont hébergés aussi par Amazon. Et voilà, donc Netflix, etc. Combien de mètres à parcourir? C'est quelques centimètres, en fait, même quelques millimètres, Erwin. Donc les pouces bleus, vous pouvez en abuser. On n'est pas chez Yoclo, non. On n'est pas chez Yoclo. Il s'agit d'une évaluation hors réseau et terminaux, mais on constate que la quasi-totalité des études sur le streaming se concentre sur les aspects techniques qui oublient tout un pan très polluant de cette industrie, la création et la promotion des contenus. Comme le rappelle Carnston, il faut aussi garder en tête que les investissements des plateformes sont toujours plus lourds pour créer davantage de contenu, pour attirer et retenir les abonnés. De ce fait, le nombre de productions annuelles n'a jamais été aussi élevé et progresse, ajoutant au problème. Alors, il faut... C'est un peu comme dans le spectacle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand on a des lumières, des projecteurs traditionnels, ce qu'on appelle les projecteurs traditionnels, ce sont des projecteurs halogènes qui consomment entre 1000 et 2000 watts chacun. Ça nous arrive fréquemment, quand on fait plein feu sur une scène, de consommer 50 000 watts. Alors, 50 000 wattheures, on ne va pas la laisser une heure allumée comme ça. Mais en fait, le spectacle aussi est très gourmand en énergie et pollue. Les LED qu'on utilise, il faut bien les fabriquer. Et les LED, ça fait partie des composantes les plus polluantes, terres rares, etc. Donc, effectivement, ce qui coûte cher, c'est la machine, c'est le physique. C'est pas le virtuel, justement. Donc, regardons. L'IEA en juge de paix. L'étude de référence sur le coût écologique du streaming vidéo est finalement celle de l'IEA. C'est l'Agence internationale de l'énergie, publiée d'abord dans la revue Carbon Brief, avant d'être remise à jour et entièrement disponible sur le site de l'organisme. L'étude prend en compte 3 aspects du streaming vidéo, les data centers, les réseaux et les appareils de visionnage. En lien avec des statistiques récentes et localisées du coût environnemental de l'énergie, elle s'évertue à estimer les émissions de CO2 équivalents associées au streaming. Et si les estimations de l'IEA étaient au départ de 82 grammes CO2 équivalent pour une heure de streaming en moyenne, ces calculs mis à jour donnent aujourd'hui une moyenne de 36 grammes. L'impact relativement bas du streaming vidéo aujourd'hui est à mettre au crédit de l'amélioration rapide de l'efficacité énergétique des data centers, réseaux et appareils. Mais le ralentissement de ces améliorations, les effets rebonds et le recours à toujours plus de technologies, IA, blockchain par exemple, augmentent les inquiétudes sur l'impact environnemental du secteur pour les décennies à venir, peut-on lire dans le rapport. Je fais une petite parenthèse là-dessus, et je change d'écran pour que ce soit moins monotone. Quand je compare, j'ai mon PC de salon en fait. Oui, j'ai un PC de salon. Si vous préférez, moi quand j'achète un ordinateur, je choisis mes composantes. Depuis que je fais de l'informatique, depuis l'âge de 17 ans, l'informatique sérieux, parce que j'ai commencé, j'étais beaucoup plus jeune, mais à l'époque, Amstrad 464, j'avais 10 ans, Apple IIc, qu'est-ce que j'ai eu encore comme machine? Un Atari 520 ST, bien sûr, boosté en 1040, parce qu'il faut quand même pas déconner pour les jeux. Donc, etc., etc. J'ai commencé très jeune, l'info. Et dès l'âge de 17 ans, à peu près, quand je suis passé sur un PC, j'ai commencé à monter mes machines. J'ai commencé par un 8086, puis par un 200, 300, 486, Pentium, Pentium 2, Celeron, etc. Je peux vous faire toute la liste. Donc, j'ai toujours monté mes ordinateurs. Donc, quand j'ai besoin de monter une machine, que ma machine vraiment arrive, qu'elle est trop vieille et qu'il faut que je la change,
Du coup, je choisis mes composants en séparé et j'essaye de prendre à chaque fois le maximum en qualité que je peux par rapport à mon budget. Ce qui fait que mes ordinateurs, je les garde souvent plus de 10 ans. En tout cas, depuis que la fréquence de renouvellement des ordinateurs est beaucoup moins importante qu'avant. Quand j'avais 20 ans, donc il y a déjà 30 ans, on pouvait changer d'ordinateur quasiment chaque année parce que l'évolution des performances entre un ordinateur et un autre était telle que c'était carrément des machines différentes. Depuis, je dirais, les années 2000, ça s'est un peu tassé, même 2010. Et donc, j'ai l'ordinateur de salon, c'est un ordinateur qui a 12 ans, que j'ai monté il y a 12 ans. C'était mon ordinateur principal à l'époque. Maintenant, c'est l'ordinateur dont je me sers pour regarder des films et YouTube, quoi. Donc, cet ordinateur-là, qui a 12 ans, consomme plus d'énergie que mon nouveau PC actuellement, qui a un an, en fait, que j'ai changé l'année dernière, qui est mon ordinateur professionnel, et qui a 1000 fois plus de puissance de calcul que l'ancien, en fait. Donc, l'évolution des data centers, clairement, elle est comment dire, du rendement, puissance de calcul, énergie des nouvelles générations de numérique a énormément augmenté. Le rendement est bien meilleur qu'avant. Et c'est pas pour rien. C'est que c'est de la perte de chaleur, effectivement. Et de la chaleur, c'est une énergie qui n'est pas intéressante dans le cadre de l'informatique. C'est de la perte. Donc ils utilisent maintenant certaines data centers pour arriver à réchauffer des piscines ou chauffer les bâtiments autour. C'est un usage connexe de la chose, mais il n'empêche que les fabricants de processeurs cherchent tout le temps à réduire la quantité de chaleur et la consommation d'énergie de ces processeurs. Ça permet de réduire les factures énergétiques, hein, simplement. Il ne faut pas être dupe. Ce ne sont pas des sociétés caritatives, les boîtes des data centers. Ce qu'ils veulent, c'est réduire leurs factures énergétiques. Donc, du coup, ils ont augmenté énormément les rendements, puissance de calcul, énergie. La réalité est bien différente selon que l'on visionne des séries en France ou en Australie sur une TV LED ou 50 pouces ou en Wi-Fi ou un smartphone 4G. L'organisme pointe du doigt les nombreuses erreurs faites par le passé dans les principales études sur le sujet, parfois des organismes de renom tels que le Shift Project. C'est pour ça que je voulais vous lire cet article précisément, parce que moi je suis un grand fan de Jean Covici, très clairement, mais il faut quand même faire attention à ce qu'il dit. Il dit pas que des choses justes, et des fois il est un peu dans sa propre idéologie, je dirais. Le think tank avait estimé en 2019 qu'une heure de vidéo en streaming équivalait à 3,2 kg d'émissions de CO2 équivalent. Au niveau mondial, cette pratique correspondait aux émissions totales d'un pays comme la France, environ 300 millions de tonnes de CO2. Sauf qu'une erreur de conversion entre bits et bytes avait surestimé ces émissions par un facteur de 8. Bits et bytes, c'est complètement différent. Les bits, c'est 0 et 1. Les bytes, c'est l'équivalent octet pour nous, en fait. Et là, du coup, il faut 8 bits pour faire un octet. Vous avez ces mêmes... ils jouent avec cette ambiguïté, notamment dans les vendeurs de mémoire, les clés USB, les disques durs, les débits Internet aussi. Ils vont s'exprimer en bits parce que souvent, ça fait des plus gros chiffres, en fait. C'est des mégabits et non pas des mégaoctets. Parce que du coup, il faut diviser par 8 pour un mégaoctet. Et qu'une fois la méthodologie affinée et les calculs corrigés, l'heure de visionnage était ramenée à seulement 400 grammes de CO2 par heure de visionnage. Donc on est passé quand même de 3,2 kg à 400 grammes. Hein. Un chiffre qui au final rejoignait les 420 grammes de CO2 calculés dès 2014 aux États-Unis. Consommation d'énergie et bande passante au cœur des calculs. Ce n'est pas tout. D'un point de vue technologique, on estime que l'efficacité énergétique des data centers et des réseaux double tous les 2 ans. Certes, le renouvellement des infrastructures n'est pas aussi rapide, mais oblige à la prudence, compte tenu des marges d'erreur dans le calcul. D'ailleurs, la consommation d'énergie nécessaire pour faire tourner la machine Netflix a souvent été surévaluée. Le Shift Project a un temps basé ses évaluations sur une consommation électrique de 6,1 kWh par heure, avant de revoir sa copie à 0,8. Ça fait de sacrés écarts quand même. Hein. Selon l'IEA, le chiffre le plus juste serait de 0,077 kWh, soit 10 fois moins. Waouh. Effacez vos mails. Nous allons le voir, la réalité est bien différente selon que l'on regarde les séries en France ou en Australie, et sur une TV LED de 50 pouces ou Wi-Fi, forcément.
Ouais, moi aussi, Jojo, je déteste ces gens-là. Où j'en étais? En effet, en creusant dans les disparités des différentes études, on s'aperçoit que le Shift Project a estimé qu'avec 170 millions d'abonnés dans le monde, sur la base d'une consommation de 2 heures de Netflix par jour, la plateforme représente une consommation d'électricité de l'ordre de 94 TWh. C'est 200 fois plus que ce qu'avance Netflix dans ses propres enquêtes parlant de 0,45 TWh. Ah, je suis en train de vous faire la lecture, vous auriez dû me le dire, j'avais pas remis l'image, je suis désolé. De l'avis des spécialistes de l'IEA, ces chiffres ont beaucoup trop élevés, la grosse différence venant, méthodologiquement, de la consommation énergétique de la transmission des données, les réseaux étant estimés à 0,91 kWh par le think tank et seulement 0,02 par l'IEA. L'IEA attribuant en revanche 4 fois plus de consommation aux appareils de lecture que le Shift Project, 0,055 kWh contre 0,013. Là encore, la méthodologie diffère. Le think tank évoquait une consommation vidéo exclusivement sur smartphone et PC portable, alors que selon les statistiques de Netflix, 70% des contenus sont consommés sur un téléviseur, appareil bien plus consommateur en énergie. Je fais une petite parenthèse. Oui, quand je regarde les stats sur ma chaîne YouTube, il y a effectivement beaucoup de personnes qui regardent sur télévision. Donc, effectivement, je pense que la majorité des gens regardent Netflix sur télévision et pas sur un écran de 6 pouces, quoi. C'est... En complément, il semble que le Shift Project ait été jusqu'à multiplier par 6 la bande passante moyenne consommée par Netflix, selon les différentes définitions. Là encore, le Shift Project alerté avait revu l'ensemble de ses calculs pour arriver à une conclusion bien différente. Le think tank a fini par revoir de 10 à 1,4 gigaoctets par heure la quantité de données transférées par le streaming vidéo, bien plus proche des calculs de l'IEA, 1,9 gigaoctets par heure en moyenne. Au moins, le Shift Project a l'honnêteté de revenir sur ses calculs et sa méthodologie quand ils se sont trompés. Ça, c'est plutôt bon signe, je pense, justement, pour ce genre d'études. Et effectivement, le mix énergétique change beaucoup de choses. Évidemment, d'un point de vue énergétique, l'impact du streaming vidéo est variable en fonction du mix énergétique alimentant les infrastructures, si bien qu'une demi-heure de Netflix en Australie équivaudrait à 0,027 kg de CO2 équivalent d'émissions, contre 0,009 kg au Royaume-Uni et 0,002 kg en France. Cocorico! Pays qui bénéficie en temps normal d'une énergie largement décarbonée grâce au nucléaire. Ben oui, nos super génies des écolos, ils ont obligé la France à avoir 40% par l'Europe, là, dernièrement, d'avoir 40% d'énergie renouvelable. C'est vrai que le nucléaire, c'est complètement polluant et génère du carbone. Quelle bande de cons. Au niveau mondial, l'IEA estime désormais qu'une demi-heure de Netflix correspond à 0,018 kg de CO2 émis, soit 100 mètres parcourus en voiture thermique, quand le Shift Project est à 0,194, soit 10 fois plus. En définitive, selon l'IEA, regarder un film de 2 heures en streaming sur un téléviseur LED 50 pouces en Ultra HD via le Wi-Fi correspond en France à 15 grammes d'émissions de CO2 décomposées comme suit. 1,36 grammes, ça c'est la chose importante de l'article, sur 15 grammes, 1,36 grammes pour le data center, 1,884 du coup, 1,84 pour le réseau et 11,76 pour le téléviseur et le Wi-Fi. Je fais une parenthèse, le Wi-Fi en France est limité à 100 milliwatts d'émission. Donc que vous soyez sur Wi-Fi ou sur réseau filaire, la différence de consommation sera négligeable sur votre box réseau. Ce qui va faire c'est la consommation de la box elle-même. Hein, le Wi-Fi en lui-même, il augmente quasiment pas la consommation de la box. En Australie, où l'énergie vient essentiellement du charbon et du gaz, le curseur est poussé à 218 grammes. Rappelons que le coût environnemental pour la fabrication du téléviseur n'est pas pris en compte ici, alors qu'il représente environ les 3/4 des émissions du cycle de vie entier de l'appareil. Ajoutons également, comme vu plus haut, que le coût environnemental des tournages, de la chaîne de production, du marketing et des bureaux n'est pas intégré. Or, il serait largement majoritaire dans l'équation.
Un an de streaming en France, c'est égal à 2 t-shirts en coton. Balala. Se vêtir ou regarder Netflix, il faut choisir. Les dernières communications de l'ADEME rappellent que la majorité de votre empreinte numérique provient de la construction des appareils et pas de leur usage. Oui, selon l'agence de transition écologique, un an de streaming en France, ce sont environ 12 kg de CO2, soit 2 t-shirts en coton ou la moitié de la fabrication d'un seul jean. Cela permet de relativiser les choses, même si les calculs sont certainement sous-évalués et que tous les efforts restent nécessaires. D'autant plus qu'il existe, avec le streaming vidéo, comme dans de nombreux domaines, des effets rebonds assez forts. Bien que l'empreinte carbone du streaming vidéo reste relativement modeste, il peut sembler raisonnable de s'attendre à ce que son impact global augmente, étant donné l'augmentation exponentielle de son utilisation. Conclut l'IEA, qui établit un parallèle avec le cinéma. En lui-même, le streaming est faiblement émetteur si l'on le compare au cinéma, où la plupart des gens se rendent en voiture, par exemple. Les études évoquent également actuellement une hausse du trafic global des plateformes de streaming qui peut atteindre 55% par an, portée par des services ayant de plus en plus d'abonnés. De même, ces derniers font désormais l'effort d'aller chercher les plus pauvres via des offres avec publicité, y compris dans les pays en voie de développement, bien sûr. Voilà. Alors, je conclus avec ce petit morceau-là. Limiter la bande passante, donc la résolution dans laquelle on stream ces contenus vidéo, est forcément vu comme une bonne idée d'un point de vue écologique. Idem, activer l'Ultra HD sur une dalle de masse forme de 6 pouces diagonale n'a absolument aucun sens, ça c'est vrai. Ceci étant, l'impact de la résolution est-il réellement important en pratique? Alors, regarder du 4K sur un téléphone portable de 6 pouces, c'est débile, ça on est tout à fait d'accord. Sur un téléviseur, 1 heure de streaming en Wi-Fi au niveau mondial va représenter 65 grammes de CO2 en SD, 67 grammes en HD, 71 grammes en Ultra HD. Multiplié par 4 le nombre de pixels ne génère ici qu'une hausse de 6% de la facture de carbone. Sur le mix énergétique français, la différence est même quasiment invisible. Sur un smartphone, 1 heure de streaming en 4G va, au niveau mondial, représenter 3 grammes de CO2 en SD contre 9 grammes en HD. Dans ce cas de figure, l'impact de la résolution est beaucoup plus fort. Bon. Voilà, je voulais un peu remettre l'église au centre du village là-dessus par rapport à tout ce qu'on nous raconte sur la consommation et l'impact écologique du numérique. Ce qui coûte cher à la nature, à l'écologie, c'est la fabrication des machines, avant tout. La consommation en elle-même du réseau, vous voyez qu'elle n'est pas si monstrueuse que ça, même qu'elle est... moi, je considère que c'est peanuts. Si ma consommation d'Internet annuelle correspond à 600 bornes pour moi en voiture, c'est... voilà. Pour moi, c'est peanuts. Maintenant, l'histoire des mails. Effacer des mails, ben oui, faites-le, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer une boîte quand il n'y a pas beaucoup de mails et qu'elle est bien triée, rangée, plutôt qu'une boîte mail, vous avez des milliers de mails dedans. Il y a aussi le fait qu'une boîte mail n'est pas une sauvegarde, donc selon les documents que vous avez dedans, bien évidemment, il faut les sauvegarder. Et du coup, voilà, moi je garde certains mails sur ma boîte, effectivement, parce que j'ai besoin d'y accéder partout. Et dans tous les cas, on peut se dire que ça permet aux fournisseurs de moins utiliser d'espace de stockage. Sauf que, de toute façon, l'espace de stockage est réservé. Quand vous créez un Gmail, vous avez 15 gigas qui est à disposition. Donc, Google, ils ont des serveurs qui sont calibrés pour avoir 15 gigas par utilisateur. Et leur mémoire de masse est calibrée de cette manière-là. De la même façon, il n'y a pas un serveur qui est dédié pour vous. Vous êtes hébergé, nos données à chacun sont hébergées sur un des serveurs qui en héberge je ne sais pas combien de centaines de milliers d'utilisateurs simultanément, et l'électronique, à partir du moment où elle est alimentée, elle est alimentée. C'est-à-dire que les données, elles sont inscrites dans des puces, et le moment où ça consomme de l'énergie, c'est le moment où la machine accède à ces données. Le reste, de toute façon, la machine est sous tension et les puces sont alimentées, donc il n'y a pas de surconsommation. Mon ordinateur, là, actuellement, je le mesure, il consomme environ, quand il est en téléchargement, donc il ne fait pas grand-chose, que le CPU est quasiment à l'arrêt, etc., il consomme 85 watts à peu près. Quand, si jamais je lance un jeu qui va solliciter la carte graphique, par contre, et le processeur central, ou que je fais des exports vidéo, il va consommer beaucoup plus. Il va monter aux alentours de 200 à peu près. Mais que mon ordinateur, il ait 5 Tera de données sur ses disques durs, ou que les disques durs soient vides, il ne consomme pas plus d'énergie. C'est faux. Donc ces histoires d'effacer les mails, c'est de la connerie, encore une fois. Après, il y a du bon sens. On en revient, on est sur le bon sens simplement. Et regarder du 4K sur un smartphone, ça n'a pas de sens.
Même le 720 suffit en fait. L'écran est tellement petit que de toute façon, vous n'aurez pas le détail. Et bien évidemment, si vraiment on veut avoir une conscience et faire des efforts, c'est éviter de renouveler son matériel pour de mauvaises raisons. Moi, mes téléphones portables, je les change que quand ils grillent. Après, au niveau de l'ordinateur, c'est un peu différent parce que j'ai des besoins de puissance de calcul par rapport à mes activités professionnelles, notamment. Alors, je rentre pas YouTube là-dedans, mais en tout cas, en termes de son, de production, etc., j'ai besoin de puissance de calcul. Et quand j'ai des grosses sessions, par exemple, à mixer qui font 60 pistes, ben, mon ordinateur, il est sollicité à ce moment-là, surtout s'il y a des synthés qui calculent. Donc oui, notre impact écologique principal, c'est effectivement ben, le transport, hein, tout connement le transport et l'énergie qu'on utilise pour se chauffer. Le numérique, il est parfaitement à la marge, même s'il prend une plus grande ampleur. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est d'accord pour mettre cette énergie-là dans un réseau numérique en fonction des services qu'il nous apporte. À mon niveau, je ne peux répondre que pour moi. Moi, je suis d'accord pour ça. Que cette énergie-là soit dépensée dans ce réseau, vu les services qu'il nous apporte. J'en suis un gros consommateur, et il faut quand même pas oublier que le numérique a permis, et à la base de notre civilisation actuelle. Sinon, on retourne à l'époque des années 70, où on a des moteurs à explosion qui consommaient 20 litres de pétrole. C'est grâce au numérique qu'on est capable de construire des bâtiments d'1 kilomètre de haut, des moteurs qui consomment 1 litre, des avions, qu'on est capable d'avancer autant dans la recherche, de découvrir des nouveaux matériaux, etc., etc. Pour moi, le numérique, c'est une révolution au moins aussi importante que la découverte de l'écriture. Donc, je pense que voilà, en faisant un peu attention de ne pas faire n'importe quoi avec le numérique, ok. Maintenant, charger Internet, charger les mails, comme c'est actuellement pour une partie des écolos, c'est contre-productif au niveau, en tout cas, du combat écologique. C'est mon avis, c'est ma position. Voilà.